Bonjour à celles et ceux qui suivront ce diaporama qui prend place dans le cadre d'un séminaire organisé par l'École française d'Athènes sur le thème Technologie de la recherche en sciences humaines, sous la direction d'Amélie Perrier, que je remercie pour son invitation. Malheureusement, je ne peux pas être présente à la date du 4 mai, et ce, pour des raisons que tout le monde connaît bien. Cette courte présentation d'environ 15 à 20 minutes sera donc un préambule à une communication plus complète qui est reportée à la date du 5 octobre, en espérant qu'elle puisse être maintenue. Alors l'intervention d'Aurore Schmitt au mois de mars de cette année a dû permettre, au moins pour certains, de se familiariser avec les concepts et les méthodes de l'archéothanatologie. Je ne reviendrai donc pas sur les définitions générales qui vous ont été proposées, mais la base de mon propos concernant un type particulier de sépulture à inhumation, je souhaite tout de même aborder quelques points méthodologiques. Ce type particulier de sépulture concerne la juxtaposition de plusieurs individus à l'intérieur d'une seule et même structure architecturale. Dans la pratique archéologique, il semble communément admis de les subdiviser en deux types. D'une part, les sépultures dites collectives, que vous avez à gauche, avec des corps déposés sur le temps long, et d'autre part, à droite, les sépultures dites multiples ou à dépôt simultané, avec des individus inhumés simultanément. Vous avez donc ici illustré les deux cas de figure, un ensemble dit collectif, assez typique de ce que l'on trouve au néolithique et au chalcolithique, et qui est ici comparé à plusieurs ensembles multiples. Et ce sont ces dernières sépultures qui vont plus particulièrement nous intéresser tout au long de cette présentation. La distinction entre les sépultures collectives, formées de dépôts échelonnés dans le temps au fur et à mesure des décès, et les sépultures multiples, qui résultent de l'accumulation simultanée de plusieurs cadavres, va se fonder généralement sur l'analyse archéothanatologique des tombes. À la différence des tombes individuelles, la problématique d'étude des ensembles à dépôts simultanés va faire intervenir une notion supplémentaire, la chronologie relative des dépôts à l'intérieur d'une sépulture, qui permet de restituer la dynamique des dépôts de corps. La présence de sépultures multiples va inévitablement traduire un phénomène de surmortalité, que l'on pourra alors discuter en termes de crise de mortalité et que l'on pourra tenter d'interpréter. De plus, elle conditionnera la mise à Dès lors que la simultanéité des dépôts est établie, on doit ensuite pouvoir apprécier une véritable crise de mortalité, et non pas un simple fait anecdotique, en discutant la récurrence des sépultures multiples et leur contemporanéité au sein d'un même site. Et c'est sur ces bases que l'on peut, après coup, chercher à interpréter la nature de la crise de mortalité en question. Il est possible, pour les périodes les plus récentes, d'obtenir d'éventuelles informations par l'exploitation des sources écrites, comme par exemple ici pour le cimetière des Fédons à Lambesc, au sud-est de la France, qui a pu être mis en relation avec une infirmerie de peste. Et en parallèle, on peut tenter d'identifier la cause de la mort en ayant recours à différents outils anthropologiques. L'absence de pathologie traumatique, qui pourrait témoigner d'un fait de guerre ou de massacre, nous amène généralement à proposer l'hypothèse d'épidémie fulgurante qui ne laisse aucune trace sur les ossements. On peut ensuite tenter de cerner la nature de l'épidémie à partir de l'identité biologique des individus, c'est-à-dire l'âge et le sexe. Car on sait que toutes les crises de mortalité ne touchent pas les mêmes tranches de la population et que certaines épidémies vont se caractériser par une signature démographique spécifique. On peut enfin entreprendre des analyses en biochimie moléculaire qui, grâce à l'extraction et l'amplification de fragments d'ADN contenus dans les restes squelettiques, peuvent conduire à l'identification de certaines pathogènes responsables d'épidémies. Durant ces dernières années, des avancées significatives ont concerné la deuxième pandémie de peste, qui est l'épidémie la mieux connue par les sources historiques et la documentation archéologique, comme en témoigne cette répartition de sites. Une grande partie de ces sites se situe en France, très probablement en raison du développement important de l'archéologie préventive depuis les années 1980. Pour l'aspect démographique, les sites funéraires suspectés d'être en relation avec une épidémie ont fourni des données individuelles sur l'âge et le sexe, qui ont permis d'établir des courbes de mortalité en temps de peste et aussi de les comparer à une population naturelle. Ici, vous avez le profil démographique obtenu pour le site de peste attesté de l'infirmerie des Fédons. En abscisse, les classes d'âge, en ordonnée, les probabilités de décès à l'intérieur de ces classes d'âge. On peut observer de nettes différences, marquées par des petites flèches rouges, entre le profil des inhumés sur le site des Fédons et celui d'une population naturelle qui est représentée par une plage de valeurs en gris. Ces différences concernent notamment une absence de très jeunes enfants
et ensuite une mortalité très forte de 5 à 19 ans. Des études de démographie historique en période de peste nous ont conduit au même constat, ce qui nous a permis d'affirmer qu'il existait bien une signature démographique propre à la peste. Cette démarche a également contribué à remettre en cause certaines hypothèses historiques de la peste, mais aussi à diagnostiquer d'autres pathogènes. Je vous en parlerai plus longuement à partir de certains exemples qui seront présentés lors de la conférence prévue le 5 octobre. Plus récemment, les recherches de Sacha Kaki au cours de sa thèse, soutenue en 2016, se sont fondées sur un corpus de plus de 1000 squelettes et ont permis de démontrer que les victimes de la peste avaient bénéficié d'un meilleur état de santé préexistant que les individus décédés hors contexte épidémique. Ainsi, données démographiques et pathologiques offrent donc un faisceau d'arguments convergents qui tendent à prouver que la seconde pandémie de peste fut à l'origine d'une mortalité non sélective. Pour compléter le panorama des investigations biologiques, je tiens à signaler l'essor considérable des études en paléomicrobiologie. Alors, je rappellerai que la recherche d'ADN pathogène s'effectue au niveau de la pulpe dentaire des squelettes. Un tissu conjonctif richement vascularisé au cours de la vie est considéré comme un matériau privilégié, car protégé de la contamination du milieu environnant par l'émail dentaire. L'identification de l'ADN de Yersinia pestis dans des restes humains anciens a permis dans un premier temps de proposer une restitution de l'histoire évolutive de ce pathogène, puis grâce à l'essor de la paléogénomique, d'obtenir le séquençage complet de son génome et de comprendre les mutations qu'il a connues. Des liens ont alors pu être mis en évidence entre la peste noire et les pestes modernes, de même qu'a été précisé le point d'entrée de la bactérie par l'Europe de l'Est. Des recherches menées sur des sites relatifs à la peste justinienne suggèrent que la souche responsable serait originaire d'Asie, comme celle qui causa les pandémies ultérieures, et une étude récente a fourni les preuves de la présence de plusieurs souches distinctes de Yersinia pestis en Europe au cours des 6e et 7e siècles, distinctes d'un point de vue génétique de toutes celles qui sont connues actuellement. Notre propre travail s'est quant à lui principalement consacré à aborder la grande diversité du traitement des cadavres de pestiférés et l'évolution de ce traitement au cours du temps, ce dont ne rendent pas compte les sources écrites et iconographiques qui ont plutôt tendance à uniformiser le phénomène en renvoyant des images assez effrayantes. En archéologie, on dispose actuellement de plus d'une dizaine de sites en lien avec la peste noire et environ d'une vingtaine d'autres en lien avec ces résurgences. Je vais vous proposer une approche très simplifiée des résultats obtenus, résultats que je détaillerai ensuite début octobre. Alors, les données obtenues durant l'épidémie de peste noire démontrent tout d'abord le recours fréquent à l'inhumation simultanée de plusieurs corps au sein d'une même fosse sépulcrale. On note la présence de tombes individuelles dès le début de la deuxième pandémie, puis des sépultures qui regroupent fréquemment 2 ou 3 cadavres, mais qui peuvent, dans certains cas, accueillir les corps de plusieurs dizaines d'individus. On assiste donc à une adaptation à la gestion d'un nombre important de cadavres, mais qui est inévitablement fortement soumise au contexte géographique, à la démographie des populations affectées, ainsi qu'à l'intensité et à la durée des crises de mortalité. L'inhumation des corps à même la terre semble avoir été presque exclusive. Nos données indiquent également que les sépultures de pestiférés étaient principalement localisées au sein de cimetières paroissiaux, ce qui démontre que la nature des décès n'a pas nécessairement induit l'exclusion des défunts du lieu d'inhumation consacré. Elle révèle enfin un relatif respect des pratiques funéraires traditionnelles, les individus étant généralement déposés sur le dos selon une même orientation est-ouest. Au cours des siècles, toutes ces observations permettent donc de livrer une lecture à la fois synchronique et diachronique de la diversité du traitement des cadavres en temps d'épidémie. Éloignés des stéréotypes généralement admis, les exemples archéologiques mènent en évidence une grande variabilité du traitement sépulcral des victimes d'épidémie entre le début et la fin de la deuxième pandémie. La nécessité d'une inhumation rapide et d'un contact limité avec les cadavres va alors prendre peu à peu le pas sur des gestes plus ordinaires. On s'est alors posé la question des raisons de cette évolution et de son lien éventuel avec les réactions des populations face aux malades. Sur la base d'une très riche documentation textuelle, nous avons tenté d'analyser les perceptions et les explications, tant scientifiques que populaires, de la contagion sur une période ciblée du XIVe au XVIIIe siècle. Je vais vous livrer ici pour le moment une rapide synthèse sur cette question qui met en perspective les évolutions des expressions sépulcrales documentées par l'archéologie et les savoirs médicaux sur la peste et les moyens de s'en prémunir.
Au début de la deuxième pandémie, les mesures adoptées pour lutter contre la maladie sont rares et sans réelle efficacité. Elles passent principalement par la lutte contre les mauvaises odeurs. Les corps en décomposition étant désignés comme une source importante de corruption de l'air, les populations ont parfois dû faire certains compromis avec les usages funéraires traditionnels et recourir à l'inhumation de plusieurs cadavres dans une même fosse. Les mesures d'isolement sont rares, ce qui explique en partie que les corps ont été inhumés dans les cimetières paroissiaux. Par ailleurs, le contact avec les corps des victimes n'est tout d'abord pas reconnu en soi comme source de contagion. Et c'est certainement la raison pour laquelle les inhumations, bien que réalisées dans une certaine urgence, ont respecté la plupart des usages funéraires chrétiens, notamment la position et l'orientation des corps. Les concepts médicaux n'évoluent guère durant les XVe et XVIe siècles, mais l'accumulation des observations empiriques sur les moyens de se prémunir de la peste a peu à peu conduit les autorités à multiplier les mesures de lutte. Au milieu du XVe siècle, on commence à isoler les malades de la peste et les dépouilles de ceux qui en succombent. Les découvertes archéologiques témoignent de cette évolution. La majorité des inhumations de pestiférés se fait alors dans des lieux spécifiques. La mise en terre des défunts est gérée loin de leurs proches survivants. La rationalisation de l'espace d'inhumation prend le pas sur le respect des normes chrétiennes, ce dont témoigne une certaine variabilité dans les modalités de dépôt des corps dans les tombes. À partir du XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe, la participation active des pouvoirs politiques à la gestion des crises épidémiques va imposer un cadre strict à la prise en charge des malades et des défunts. L'isolement est alors la règle absolue pour les malades et leurs dépouilles. Les inhumations sont réalisées dans des lieux à distance de la ville. La gestion des inhumations par les bureaux de santé va conditionner par ailleurs une gestion pragmatique et donc la nécessité d'une mise en terre rapide qui va prendre le pas sur toute forme d'égard vis-à-vis des cadavres. Les données issues des fouilles archéologiques témoignent une nouvelle fois de cette évolution. Alors ces premières constatations pour la seconde pandémie de peste pourront probablement être complétées et améliorées par l'étude de nouvelles sources textuelles et archéologiques. Plusieurs sites européens liés à une peste attestés par des textes, voire pour certains par des analyses paléomicrobiologiques, sont actuellement disponibles. Sur la base de ces acquis concernant les périodes médiévales et modernes, nous avons récemment proposé un projet de recherche qui a fait l'objet d'un financement par l'ANR. Il a pour objectif d'engager des recherches sur la première pandémie, dite peste justinienne, et sur les pestes antiques, peste étant pris au sens général de pestilence, car nous n'avons encore aucune preuve qu'il s'agisse de véritables pestes. Les séries ostéologiques sur lesquelles nous allons pouvoir travailler sont issues de divers pays d'Europe. Pour la peste justinienne, nous avons actuellement 22 sites prometteurs qui forment un ensemble cohérent, qui n'a fait l'objet d'aucune synthèse. Pour 12 sites, la cause de la mort a déjà été authentifiée par des méthodes de paléobiochimie moléculaire. 4 autres cas sont suspectés sur la base de faits archéologiques, et aussi sur la chronologie. Enfin, sur la base d'un premier inventaire bibliographique de sites de la fin de l'Antiquité au début du Haut Moyen-Âge, 6 nouveaux sites pourraient augmenter notre corpus. Des jalons importants pour des épidémies des premiers siècles de notre ère sont disponibles aussi, mais dispersés dans le temps. Ils doivent faire l'objet d'études exhaustives. 2 sites en France pourraient être liés à la peste cyprienne. D'autres se trouvent en Italie avec les catacombes romaines des Saint-Pierre et Marcellin et San Callisto et seraient peut-être liés à la peste antonine. Nous porterons aussi une attention particulière aux dépôts humains présents dans 3 autres catacombes, ainsi qu'aux séries archéologiques romaines contemporaines de surface déjà fouillées. Certains secteurs d'inhumation ont d'ores et déjà été identifiés comme potentiellement en relation avec des crises de mortalité. Nous avons d'ores et déjà démontré l'existence de crises de mortalité antiques en Italie, à Rome, avec la catacombe des Saint-Pierre et Marcellin. En effet, son étude, que je détaillerai au mois d'octobre, rend compte d'un mode de gestion des morts de masse jusqu'alors insoupçonné pour la Rome antique. Il apparaît que les victimes de crises de mortalité pourraient avoir été déposées dans des chambres souterraines, utilisées de manière récurrente à l'occasion de crises de mortalité successives. Cette catacombe n'est peut-être pas un cas isolé, comme en témoignent les observations effectuées dans la catacombe de San Callisto, sur une séquence stratigraphique constituée de squelettes humains, qui avait déjà été décrite en 1910 par l'archéologue Giuseppe Vilper. Et il en va probablement de même pour la catacombe Maius, un diagnostic récent ayant révélé les mêmes types de dépôts simultanés. À Rome, l'utilisation de chambres sépulcrales souterraines pourrait donc constituer une modalité de gestion des morts de masse relativement fréquente durant la période impériale.
Ces dépôts multiples au sein des catacombes nous ont amenés à nous intéresser à l'histoire des crises de mortalité romaines. Les sources sont peu nombreuses pour la période impériale, mais témoignent de plusieurs épidémies meurtrières au cours des premiers siècles de notre ère. Les découvertes archéologiques de ces dernières années sont donc susceptibles d'apporter des éléments de réponse, et peut-être s'agit-il de peste antonine. L'ensemble des sites actuellement disponibles pour la première pandémie de peste et pour les pestes antiques représente donc un potentiel inestimable pour nous permettre maintenant d'accéder à une vision de la diffusion des épidémies de peste à l'échelle de l'Europe, de leur impact, de leur évolution sur le temps long, mais aussi de leur relation avec les épidémies postérieures. Il y a aussi bien entendu un véritable challenge qui va concerner l'identification de la nature exacte de ces pestes antiques qui sont encore très discutées, la peste antonine ou galénique étant plus vraisemblablement une variole et la peste de Cyprien étant largement méconnue. Et plus globalement, ces recherches devraient nous permettre de nous interroger sur l'originalité des caractéristiques épidémiologiques de certaines épidémies. Et bien évidemment, l'analyse de la gestion des cadavres va venir enrichir les connaissances sur les traditions funéraires lors de mortalités exceptionnelles. Voilà, j'ai terminé. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous pour le 5 octobre.